être actuel, c'est être de son temps, aller avec son temps, et c'est bien ce que Goethe ne fait pas. Et je vais m'interroger sur le rapport entre ce mode d'être, qu'est l'actualité ou l'inactualité, et le temps. Et je vais le faire de deux façons. Tout d'abord en regardant de manière interne comment, structurellement, pourrait-on dire, Goethe est sans cesse en décalage par rapport à lui-même. Je vais l'expliquer. Et deuxièmement, en considérant un peu certains contextes de réception qui montrent comment son œuvre peut jouer avec ce décalage dans des époques précises. Et je regarderai en particulier le 100e anniversaire de sa mort et comment il a été relu. Alors, première idée, que c'est en tant qu'inactuel qu'il est pour nous actuel et qu'il peut être actuel. L'idée que Goethe, c'est toujours un autre et qu'il est toujours autre que lui-même. D'un côté, on le voit bien, c'est presque caricatural, on a un écrivain qui met toute son énergie dans la constitution d'une œuvre qui veut devenir classique, qui veut imposer sa figure d'auteur classique et qui y réussit. Et c'est quelque chose de formidable, c'est la part de la Bildung en lui, et c'est tout à fait admirable. De l'autre, il y a un second Goethe qui redoute d'être identifié à une figure particulière, hein, qui ne veut pas seulement s'arrondir, se parfaire et devenir classique, mais qui veut poursuivre le mouvement, poursuivre sans fin sa métamorphose, qui se méfie des pièges de la réification, du devenir objet, et qui refuse donc d'être simplement un nom, une statue, un buste, qui veut, autrement dit, rester vivant. Or, le succès très précoce de son œuvre, diffusé très rapidement à travers toute l'Europe, l'a contraint à ne jamais coïncider avec l'image que les gens se faisaient de lui. Je prendrai un exemple très célèbre. Quand Napoléon veut rencontrer Goethe, il le fait en 1808 à Erfurt, Napoléon veut voir l'auteur de Werther, ce que Goethe n'était plus du tout à ce moment-là, puisqu'il venait terminer les affinités électives, il était dans une autre planète poétique. Donc il est déjà loin des représentations qu'il suscite, et cependant il ne songe pas à les renier. Les Français le tiennent habituellement pour un romantique. À quoi bon vouloir les corriger? Alors on s'est attaché, par exemple Hans Mayer, à retracer cette carrière de Goethe, représentative d'un individu bourgeois, qui réussit, qui fait des romans, et qui fait dans ses romans la théorie de cette réussite, de la Bildung. Un Goethe réaliste, adapté à son temps, plutôt conservateur que réformiste, et, comme on sait, ami de l'ordre. Et cependant, Goethe est aussi, et peut-être essentiellement ailleurs, dans l'écart, dans l'absence, dans une sorte d'ubiquité qui lui permet de créer un décalage par rapport à l'image même qu'il suscite. Une illustration qui me plaît bien est que dans les dernières années de sa vie, on fêtait en grande pompe à Weimar son anniversaire, et il lui arrivait d'échapper à cette cérémonie, c'est-à-dire de ne pas être présent le jour de son anniversaire. Il voulait rester ailleurs. Et donc cette dualité me paraît intéressante. Alors cette dimension, selon moi, l'a habité d'emblée, mais on la remarque évidemment plus fortement dans son œuvre tardive. Il ne s'agit pas simplement de son rapport à la théâtralité, de la pratique de la fiction avec soi-même, qui sans doute peut occuper maints écrivains de premier plan. Il ne s'agit pas non plus dans les dernières années d'un reniement de soi ou d'une sorte de déconstruction de ce qui l'aurait longuement édifié, et pas non plus de cette sorte d'examen de conscience auquel se livre saint Augustin dans ses rétractations, quand il reprend systématiquement tous ses écrits dans la perspective de leur critique et de leur actualisation, en une sorte de démarche d'autocensure dont la visée est justement de rétablir l'adéquation confessante avec son témoignage écrit. Goethe ne vise pas à rétablir cette adéquation. Il s'agirait plutôt, je le nommerais, je proposerais de le nommer ainsi, d'une subversion, d'une façon de suggérer que l'on ne coïncide jamais tout à fait avec soi, sans pour autant que l'on ait à se renier. Pourquoi, par exemple, Goethe écrit-il un second Faust? Le premier ne suffisait-il pas?
pourquoi un autre Wilhelm Meister? S'agit-il d'arrondir l'œuvre, de la conduire à sa perfection, hein, de culminer donc dans la figure de l'écrivain classique qui va compléter ses œuvres, qu'il parvient du reste à éditer de son vivant en contrôlant du mieux qu'il peut la forme qu'il va laisser à la pérennité? La réconciliation de Faust avec la Grèce antique d'Hélène ne permet-elle pas en effet cette synthèse, hein, cette récapitulation grandiose de l'ensemble de la culture? Et le divan qu'on a évoqué, sur lequel on reviendra, n'est-ce pas une façon de confondre la tâche du poète et celle du commentateur et celle du traducteur? Mais cette série de suites, hein, telles qu'on les connaît par exemple au cinéma, quand un film a particulièrement bien marché, n'est-ce pas une façon aussi de dire que l'œuvre n'est jamais achevée, que l'on peut en reprendre les principes sous d'autres conditions, notamment dans ces deux textes fondateurs que sont le Faust et le Wilhelm Meister? En reprenant ses propres classiques, Goethe les remet en jeu, hein, il rouvrait par là la possibilité de la création. Et c'est cet aspect qui nous intéressera particulièrement cet été. Hein. Ce Goethe insatisfait, remettant en chantier ses propres textes, les décalant par le commentaire, se subvertissant lui-même pour échapper en fait au destin figé d'une autorité qu'il a en même temps constituée, qu'il a voulu, hein, et dont il peut suffisamment tôt mesurer les effets pour vouloir tâcher d'y échapper de son vivant. Hein, on ne l'enterrera pas si facilement. C'est pourquoi d'emblée il instaure ce décalage interne entre l'œuvre et ce qu'elle dit, dessinant en creux, derrière le classicisme affiché, revendiqué, une poétique de la subversion. Dans ces conditions, l'inactualité serait structurelle, hein, elle est chronique. Si j'ai un peu de temps, je peux évoquer rapidement